de retour dans l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet avec nos éditorialistes Malika Cher, Alfred Chango et Gemal Talebella. Banque mondiale estime que la croissance en Afrique subsaharienne connaîtra un rebond en 2016, un taux de croissance qui devrait se situer autour des 5,7% en zone CFA. Des performances qui s'expliquent surtout par l'exportation importante de matières premières telles que le pétrole. Oumou Kelsumba. Une meilleure croissance pour les pays de l'Afrique subsaharienne, membres de la zone CFA en 2016. Les prévisions annoncent un taux moyen de 5,7%, contrairement à l'année précédente où le taux de croissance se situait à 4,6%. En comparaison d'autres pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola, afficheront selon la Banque mondiale des croissances respectives plus modestes de 4,6%, 1,4% et 3,3%. La performance de ces pays en Afrique subsaharienne, on peut le dire comme ça, en rapport avec le taux de croissance au niveau mondial qui se situe à 2, quelques pourcents. Oui, l'Afrique a plus de croissance depuis 4 ans, depuis 5 ans, du fait que cette Afrique-là n'est pas arrimée à l'économie mondiale, parce que cette économie mondiale-là a des problèmes de consommation et de saturation de consommation. La Banque mondiale a aussi annoncé une progression de l'économie des pays de l'UEMOA avec un taux prévisionnel moyen de 6% en 2017. Les exportations des matières premières telles que le pétrole, l'or, le gaz font partie des facteurs explicatifs de cette performance. On le doit surtout à notre dispositif économique de vente de matières premières. L'agriculture, le pétrole et cacao, arachide, etc. Cependant, ces projections positives sont effectuées sous réserve de certains nombres de paramètres socio-économiques. La stabilité politique et la lutte contre le terrorisme dans ces pays sont des facteurs incontournables pour la croissance économique de ces États de la zone CFA. Malik, une performance timide ou une belle performance pour la zone CFA ? 5,7%, je rappelle. Une performance qui pourrait être meilleure, je dirais, parce qu'au regard des potentialités des pays justement de cette région-là, il y a d'autres secteurs qui devraient être développés. Vous me rappelez, c'est 5,7% pour la zone CFA. C'est par rapport aux autres pays africains, c'est positif, c'est supérieur. Mais ces pays-là pourraient davantage connaître une meilleure croissance si le climat des affaires était amélioré, si la bureaucratie était davantage réduite, si les investisseurs internationaux étaient davantage, conquis par les potentialités qui existent dans ces pays-là. Donc moi, je reste quand même positif. Il y a aussi, une situation politique dans certains pays qui ont empêché un développement économique assez important. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer justement cette bonne santé économique. Mais au regard des potentialités, de la dynamique économique de ces pays-là, on peut arriver à des chiffres des chiffres de croissance à 2 chiffres, justement. Donc, je reste quand même semi-optimiste pour cette prévision de croissance. Alors Alfred, on parle d'Afrique subsaharienne, mais c'est une sous-région qui, en termes de performance économique, n'est pas du tout homogène. On a du mal à comparer, par exemple, les performances économiques de la Côte d'Ivoire à celles du Mali. Exactement. Et donc, effectivement, là, c'est une projection globale qui met bout à bout toutes les économies et les potentialités de croissance de cette région pour arriver à la moyenne de 5,7. Parce qu'effectivement, il y a des locomotives qui essaient de tirer les autres vers le haut. Et donc, ça ne reste qu'une projection. Mais évidemment, la croissance, c'est la somme de plusieurs facteurs, de plusieurs choses. Ce n'est pas seulement la production liée à l'exportation, le ratio, le différentiel entre importation et exportation, mais c'est aussi dans les performances interne, c'est-à-dire la capacité aussi à nourrir sa population, à régler le problème de pauvreté, le problème de santé, à assainir le climat des affaires, comme le rappelait Malik. C'est tous ces facteurs-là qui permettent effectivement à un État non seulement d'être stable à l'intérieur, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a là, on entre dans une zone de turbulence à cause des élections qui vont arriver ou qui arrivent déjà, le temps de sortir de ce cycle des élections présidentielles. On ne sait pas ce qui va se passer.
Et si les cours du pétrole continuent à baisser comme ça, je crois que ces prévisions seront revues à la baisse, comme la plupart des pays qui sont les locomotives sont en train de le faire, le Nigeria, l'Angola, le Gabon, etc., tous les pays producteurs de pétrole. Et pourquoi, par exemple, la Côte d'Ivoire s'en tire bien? Parce qu'effectivement, il y a cette diversification de l'économie qui est en marche depuis un certain temps, c'est-à-dire, au fond, on favorise l'agriculture parce que c'est le moteur. Les hydrocarbures, c'est moins. Les matières premières, j'allais dire l'or, etc., mais assainissement de ce climat des affaires qui fait que la stabilité et la paix amènent des investisseurs étrangers, et donc ça permet de booster la croissance. Donc voilà ce qu'on peut dire. Gémal, il faut faire attention à ces chiffres, car si certains pays affichent des très bons taux de croissance, ces derniers n'ont aucune incidence sur les populations dont les niveaux de vie sont toujours aussi bas. Non, c'est d'abord une prévision, et donc la prévision court depuis 2009, c'est-à-dire que l'économie mondiale de toute façon ne va pas très bien depuis 2007, et bien entendu les économies africaines de façon générale, mais dit les économies africaines ne veut rien dire. Les économies de la zone CFA, on peut encore donner une indication, c'est difficile de le donner pour tous les autres. Enfin, en tout cas, depuis 2009, la situation n'est clairement pas très bonne. Alors, on parle de stabilisation des matières premières, qui expliquerait probablement les prévisions positives pour l'année suivante. C'est tout à fait probable. Mais enfin, moi, je pense que c'était allé tellement bas que ça va forcément se stabiliser. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le pétrole pas cher pour longtemps est une chose durable. Je pense que c'est une matière fossile, rare, et qu'un pétrole cher, c'est plutôt la norme, la règle à laquelle il faut s'habituer. Nous sommes dans une situation conjoncturelle où la consommation chinoise, la demande chinoise a baissé, et le gaz de schiste dans une situation différente, mais enfin le gaz de schiste tue de toute façon les producteurs américains eux-mêmes, et c'est une situation qui n'est pas durable. Mais pour revenir à nos problèmes, c'est intéressant de regarder le tableau des pays eux-mêmes qui s'en sortent bien. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a la Côte d'Ivoire, mais Django vient d'expliquer la situation, c'est-à-dire que les investissements nouveaux dans une situation nouvelle qui allait très mal expliquent sans doute la situation. D'autres facteurs aussi. Mais en tout cas, il y a l'Éthiopie, le Mozambique, le Rwanda, la Tanzanie, d'autres pays pas pétroliers et des pays qui ne vivent pas que des matières premières. C'est ça qui est extraordinaire. L'Éthiopie est un pays qui a très peu de matières premières. Et donc l'explication ne peut évidemment pas être seulement de la matière première. La deuxième chose importante, c'est que le prix des matières premières est divisé par deux. Le fer était vendu à un prix absolument incroyable. Il est aujourd'hui à moins de 70%. Le pétrole est à moins de 50%. Et pourtant, la croissance de ces pays-là n'a pas chuté de 50%. C'est pas vrai. Elle était à 6, elle est à 4, elle est à 3. Je veux dire, on n'est pas du tout sur des chutes vertigineuses. C'est-à-dire que le facteur d'explication par les matières premières, de mon point de vue, n'est pas suffisant. Et il faudrait y ajouter, je crois, encore une fois, la consommation intérieure. D'ailleurs, et pour en finir, le Nigeria a maintenu des niveaux assez importants parce que la consommation intérieure est très soutenue et elle a soutenu la croissance. Et le Maroc lance un appel d'offres pour la construction de 400 MW de centrales solaires. Le pays se positionne comme le géant des énergies vertes sur le continent riche en rayons solaires. Le royaume chérifien maximise ses investissements dans les énergies renouvelables. Ainsi, les autorités prévoient de produire d'ici à 2030 52% d'électricité à partir du renouvelable. Un sujet par le Maroc qui nous a été préparé par Idlet Mirabel Bissou. L'Agence marocaine de l'énergie solaire lance un appel d'offres pour la construction de 400 MW de centrales solaires pour la première phase du projet de Nour. La réception des offres des entreprises se poursuit jusqu'au 1er février 2016. La technologie utilisée va combiner le solaire thermodynamique à concentration et le solaire photovoltaïque. Le Maroc se positionne comme le pionnier des énergies renouvelables en Afrique du Nord. Le pays offre de fortes perspectives de croissance pour les énergies renouvelables grâce à ses abondantes sources éoliennes et solaires, aux conditions macroéconomiques favorables, à la demande croissante d'électricité et à un cadre juridique fiable. La volonté politique, surtout, a permis de concrétiser des projets ambitieux comme la centrale thermosolaire Nour ou encore le parc éolien de Tafaya. Le pays est en train de profiter de ses atouts en réalité, de ses atouts naturels comme l'ensoleillement fort ou encore la présence d'un vent également fort sur les côtes atlantiques. Donc le Maroc essaye de mettre ses atouts naturels à son profit. À terme, le projet solaire de Nour devra réunir plusieurs centrales solaires d'une capacité d'environ 2000 MW. Il s'inscrit dans le cadre de la politique énergétique marocaine qui ambitionne de produire environ 52% de son électricité à partir du renouvelable d'ici 2030. Le royaume chérifien compte atteindre cet objectif grâce à la construction de centrales solaires
éoliennes et hydrauliques. Selon certains analystes, l'expérience marocaine dans les énergies vertes doit se présenter comme une source d'inspiration sur le continent. Et les autres pays, je pense, doivent s'inspirer du modèle marocain. L'Algérie, la Tunisie, la Libye, quand elle sera davantage stabilisée, pourront développer ou peuvent déjà développer davantage des énergies similaires, notamment dans le solaire, parce que le poids démographique fait que les besoins énergétiques seront de plus en plus importants. Et comme les énergies fossiles sont en train de décroître, il est indispensable aujourd'hui d'avoir recours à ces énergies-là dites vertes. À la fin de l'année 2015, le Parlement marocain a adopté la loi 5815 qui vient compléter les textes régissant le secteur. Cette dernière vient compléter la loi 1309 en fixant avec précision la capacité des centrales qui pourront être connectées au réseau haute tension ou basse tension. Les autorités investissent aussi dans l'éolienne et prévoient d'atteindre 50% de la production d'énergie seulement à partir de cette source d'ici 2020. Alfred, on n'arrête plus le Maroc. Le royaume est bel et bien lancé dans la promotion des énergies renouvelables. Ah oui, absolument. On a vu le retardement de l'installation et de l'inauguration de Nour 1, mais c'est un grand et immense projet, justement, de mise en place de ces énergies renouvelables. Il ne faut pas oublier non plus que l'année prochaine, la COP 22 va se tenir au Maroc, et donc pour tenir les engagements du royaume, on continue justement à mettre en place ce dispositif justement qui permettra à terme non seulement au Maroc à être autonome de ce point de vue énergétique, mais de pouvoir promouvoir son industrie, mais en même temps de pouvoir distribuer éventuellement l'électricité dans les pays environnants. Et puis, comme le rappelait Malik, de servir de modèle aussi aux autres pays africains où il y a cette possibilité de faire le mix, comme pour ce nouveau projet-là. Gemal, le royaume se positionne de plus en plus comme le modèle en termes de politique verte. En a-t-il plus les moyens financiers que les autres ou a-t-il seulement de la volonté politique ? Je crains que ce soit beaucoup plus de la volonté politique que les moyens. Le capital solaire marocain est incontestablement une réalité. Le capital vent est une réalité. Ce sont deux éléments importants pour que les énergies renouvelables soient développées. En tout cas, pour ce qu'on appelle le solaire et l'éolien. La biomasse est un autre débat. Cela dit, les investissements sont très lourds, qui incontestablement baissent, mais encore à un niveau assez important pour des plans de ce niveau-là. Et donc, il est difficile pour le Maroc de développer à lui seul des industries à ce niveau-là qui soient capables de générer donc des capitaux très élevés pour lui tout seul. Ce qui d'ailleurs fait que le Maroc s'appuie, collabore, aide beaucoup avec les deux plans. Le plan Desertec, mais Desertec est une fondation et donc elle n'a pas les moyens de son ambition, mais en tout cas le plan climat-énergie de l'Union européenne. Et donc ce qui peut expliquer. Le problème, c'est que le plan climat-énergie de l'Union européenne, c'est plutôt de l'énergie pour l'Union européenne et pas pour le Maroc, mais produite au Maroc. Si en même temps on peut faire des combinaisons, pourquoi pas? C'est une mode, les énergies renouvelables, mais c'est aussi une nécessité. C'est une mode parce que, encore une fois, on ne jure plus que par ça, on ne veut plus que de ça, on ne veut plus d'émettre de CO2, et il est tout à fait normal, et je fais partie de ceux qui le pensent, que les centrales charbon, c'est une mauvaise chose, mais enfin, c'est aussi une nécessité parce que, incontestablement, on a besoin donc d'une industrie de l'électricité dans un continent où le taux de pénétration est faible. Je pense, moi, pour ma part, que la solution marocaine est bonne, mais que la solution subsaharienne, elle est en Afrique centrale et elle est chez Inga. Et donc, il faudrait que les Africains, de plus en plus, développent, évidemment, développent une nécessité, bien entendu, d'énergie renouvelable. Mais je pense, moi, que les énergies renouvelables, pour leur développement à une échelle et à un niveau assez important, ce n'est pas pour aujourd'hui, parce que les investissements sont très lourds. Et donc, l'idée de consentir beaucoup de moyens pour développer Inga, parce qu'encore une fois, c'est le grand projet, à côté de celui de l'Éthiopie, en République démocratique du Congo, et de mon point de vue, nécessaire. Cela dit, les projets marocains sont absolument une excellente chose d'abord pour le Maroc, mais sans doute pour le continent. Et tout est dit. Merci Gemal, mais on va passer très très rapidement au chiffre du jour, un chiffre plutôt sympa, enfin en tout cas Malik, vous allez nous dire 43 000 touristes multimillionnaires ont foulé le sol africain durant les 12 mois allant d'octobre 2014 à septembre 2015. Ça fait plus d'argent dans les caisses de nos États, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Moi, je suis un peu étonné de ce chiffre. Je ne sais pas comment on fait pour savoir si la personne qui voyage dans un pays est multimillionnaire. Selon ce qu'elle dépense. Oui, elle le dépense, mais bon, tout n'est pas... Chaque voyageur n'est pas censé déclarer... Elle le déclare dans certains pays, pas dans tous les pays, mais
on n'est pas censé savoir qu'elle est multimillionnaire. Mais c'est un bon chiffre. Et je vous rassure, je suis très content de savoir qu'il y a 43 000 millionnaires en Afrique. L'Afrique je dirais, dans le secteur du tourisme, a des produits assez haut de gamme à développer. Et c'est pour ça qu'il y a justement cet engouement de certains multimillionnaires, comme vous le notifiez, qui viennent en Afrique. Il y a des parcours qui ne sont pas à toutes les portées, je dirais. Gémal ? Il y a, cher Malik, une réalité africaine avec laquelle il faut de plus en plus s'habituer. C'est-à-dire que la classe moyenne africaine, c'est 400 millions de personnes. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la croissance africaine est soutenue. C'est-à-dire que la croissance africaine, ou le tournant de la croissance africaine est une réalité. Et donc ce chiffre ne me surprend absolument pas, parce qu'il y a encore une fois une classe moyenne de plus en plus forte, de plus en plus riche, de plus en plus consommatrice, et avec laquelle il faudrait de plus en plus composer à l'avenir. Et tant mieux qu'il y ait de plus en plus africains. Je suis désolée, c'est fini. Peut-être un mot, mais vraiment très très rapide, Alfred. Dire que il y a 5 pays africains qui concentrent justement ces 43. Et le deuxième, on va le dire, c'est le Maroc. Exactement. Voilà. Merci Malik d'avoir été avec nous. Merci Amira, toujours un plaisir d'être là. Merci à vous également Alfred. Immense bonheur de vous avoir retrouvé sur ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil et bonne année encore. Et merci à vous Gémal. Merci Amira, pardon de venir en retard, la circulation parisienne est parfois difficile. Merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. D'Alfred, surtout. De tout le monde, mais d'Alfred aussi. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien évidemment demain pour une nouvelle émission. Cette semaine toujours consacrée au secteur aérien sur le continent africain. À très vite.